fais cette vidéo, eh bien c'est pour vous faire un petit update de tout ce que j'ai lu. Et il y en a quand même une petite pile. Hop là, sans oublier que j'ai en plus un audio dont je dois vous parler. Donc, voilà, on va commencer tout de suite avec Écoute ton cœur, Atami. On est du coup sur un manga queer, sur un jeune homme qui reçoit des déclarations d'amour tous les jours quasiment, parce qu'il est très beau, et de jeunes femmes qui du coup tombent amoureuses de lui sans même le connaître. Il en a très très marre de cette situation, surtout que lui il n'est pas intéressé par les jeunes filles, on le découvre très vite, hein, je crois bien que c'est dit, lui ce sont plutôt les hommes voilà, qui l'attirent, donc c'est dit dès le départ. Il va assez vite d'ailleurs déclarer sa flamme, vous verrez, au premier protagoniste, et il va se remettre très vite et il va retomber amoureux de quelqu'un d'autre, enfin il y a des espèces de crush comme ça instantanées, c'est un vrai cœur d'artichaut, et c'est pour ça que ça ne l'a pas fait avec moi, parce que j'avais l'impression de suivre un enfant de 3 ans qui change toutes les 2 secondes d'avis, et pourtant je suis Gémeaux, hein, donc au niveau de la décision et du changement d'avis, je suis quand même à un bon niveau, mais là ça n'a pas du tout fait avec moi, je n'arrivais pas à comprendre où voulait en venir l'auteur. Je suis d'accord que c'est qu'un tome 1, donc voilà, je vois qu'il y a potentiellement un love interest qui va s'en suivre dans le futur, qui a été approché justement, mais je suis même pas trop sûre que ce soit vraiment lui le love interest, et c'est pour ça que ça m'interpelle un petit peu, parce que je me dis, si t'as pas réussi à comprendre le schéma de l'histoire, c'est qu'il y a un souci, ou alors c'est que voilà, c'est fait exprès de la part de l'auteur, il veut nous noyer et tout, je peux l'entendre, mais là, enfin je sais pas, il y a un truc qu'il a pas fait avec moi de toute manière, le protagoniste ne me plaît pas plus que ça, donc je pense pas que je vais continuer cette saga, donc voilà. Petite déception pour moi, on commence pas la vidéo. Ensuite, j'ai continué mes suites de saga. J'ai lu Oni Lemon Soda, donc le tome 7 et le tome 8. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur l'histoire de cette jeune fille qui se faisait harceler pendant le collège, jusqu'au jour où elle va devoir justement changer, elle va devoir aller au lycée, et elle va décider d'aller au lycée où ce jeune homme a déclaré aller lorsqu'elle l'a rencontré dans la rue, lorsqu'elle se faisait harceler. Lui, il a dit, moi j'irai dans ce lycée, si tu veux venir, tu verras, tu t'y sentiras bien en gros. Et donc elle décide de le suivre et d'aller dans ce lycée. Il va la prendre un petit peu sous son aile, puisque justement il la considère un petit peu comme une fille qui a besoin de sortir justement des choses, elle a l'air d'être géniale, mais elle est trop renfermée sur elle-même, enfin bref. Vous verrez au niveau de sa personnalité, justement c'est les deux opposés. Elle est très dans la discipline, l'ordre, elle correspond parfaitement à la petite élève studieuse, alors que lui, il a les cheveux décolorés, il est toujours débraillé, voilà, c'est un peu en gros une graine de délinquante, alors qu'elle, au contraire, non, c'est tout l'inverse. Donc les deux justement vont s'apprivoiser l'un l'autre, et on va avoir une très belle relation qui va se nouer. Bon, vous savez, hein, c'est une romance. Mais justement, là, la romance commence vers là. Vous voyez, on est déjà rendu au 7 et au 8. La romance n'arrive pas avant, justement, parce que dans ce tome-là, on nous le dit bien, ils ont une relation de mentor-élève, ou de... un peu, comme lui le dit, je sais plus, de protégé, protecteur, voilà. Et il y a cette relation un petit peu là. Et l'autre, elle le dit clairement à d'autres filles, hein, qu'elle est amoureuse de lui, mais elle n'ose pas lui avouer. Et lui, justement, il va à un moment essayer de la pousser dans ses retranchements pour lui faire dire les choses, en fait, pour où en est leur relation. Qu'est-ce qu'ils sont l'un pour l'autre? Est-ce qu'ils sont amis? Est-ce qu'ils sont plus? Donc j'ai bien aimé, et dans le tome 8, là, on a enfin la possible relation qui se met en place. Donc on est content, on avance sur des bonnes rails. Donc j'ai très hâte de lire le 9 et le 10 qui, je crois, sortent cette année. Donc incessamment sous peu, je vais pouvoir lire la suite et avoir enfin ma romance tant espérée après 8 tomes. Donc on est contente. J'ai continué mes lectures et j'ai continué Arte, du coup, le tome 19 et le tome 20. Donc si vous connaissez pas, là on n'est plus sur un aspect historique, on est sur une jeune femme qui fait partie de l'aristocratie. On est en Italie, à Florence, au 17e, au 18e, je sais jamais à quelle période c'est. Et cette jeune femme ne veut pas devenir une épouse et une mère, elle veut devenir artiste peintre, donc elle va faire pas mal d'ateliers pour avoir une place d'apprenti chez un maître. Mais étant une femme, eh bien toutes les portes lui sont fermées jusqu'au jour où elle va réussir à tomber sur Léo, qui va accepter de la prendre sous son aile. Et voilà, vous allez découvrir son histoire. J'aimais bien l'histoire de base, mais là ça fait 3 ou 4 tomes où on revient sur le passé de Léo, justement. Et même si j'aime bien découvrir et approfondir l'histoire, là je trouve que c'est trop long. On a trop de tomes sur le passé de Léo et on voit pas comment le présent avance, parce qu'en fait, là on est dans un arc où il y a une guerre, et donc en gros tout est mis sur pause. Et donc pour nous expliquer cette pause, on nous explique le passé de Léo.
Je suis contente de savoir comment Léo est devenu Léo, et je souffre de savoir comment Léo est devenu Léo, mais j'avoue que j'aurais aimé un peu plus d'Arte et Léo, même si je sais que là, ils le font exprès de nous faire attendre pour avoir les retrouvailles, parce qu'on a une ellipse entre, je sais plus quel tome, peut-être bien le tome 15 ou 16, et ceux-là, où on a toute une période où justement on a la jeune fille qui devient artiste, et là, on a l'artiste qu'elle est devenue maintenant, et la guerre, et justement comment elle va réussir à retrouver Léo qu'elle a quitté depuis, je crois, plus de 7 ans. Donc voilà. Je suis très contente de cette lecture, parce que j'étais contente, comme je vous dis, d'en apprendre plus sur Léo, mais pas contente en même temps, parce que du coup, le présent, pour moi, n'avance pas assez. Donc voilà. J'ai commencé et en même temps terminé une nouvelle série, donc je suis plutôt contente de moi. Voilà, j'ai lu Mon ami de jeu en ligne est en réalité mon patron tyrannique. Le tome 1 et le tome 2, et c'est fini, on est content. Par contre, la dissymétrie des deux mangas me fait ulcérer. Regardez la différence entre le tome 1 et le tome 2. Tome 1, tome 2. J'ai pas compris. Mais bon, c'est pas grave. On est sur l'histoire de ce jeune homme qui est un employé de bureau qui est par contre nul dans son boulot, mais qui excelle dans les jeux vidéo et dans l'1 en l'occurrence. Et bien là, on va voir les petits personnages que vous voyez là. Il a deux partenaires, mais en l'occurrence un avec qui il est depuis plusieurs mois, où il arrive à faire des quêtes énormes avec. Donc il est très content parce qu'il de plus en plus, ils discutent en dehors du jeu justement de leur vie, de comment c'est pour eux, voilà, nanana. Il critique ouvertement son patron devant lui en lui disant que c'est un gars exécrable, toujours en train de refuser son travail alors qu'il n'a pas à le refuser, nanana. Et de l'autre côté, celui-ci lui dit oui, mais peut-être que si ton employeur, justement, te refuse ton travail en disant que tes dossiers sont mal rédigés et tout, c'est qu'il attend de toi, justement, que tu te fasses mieux et que tu as un potentiel. Au lieu de ne rien faire, justement, tu pourrais, voilà, battre ton plein potentiel. Enfin bref, les deux sont de plus en plus amis sur les réseaux, et jusqu'au jour où ils décident de se rencontrer en réel et de découvrir que, eh bien en fait, c'est son patron et lui c'est son employé. Donc, enfin, pas patron, mais dans le sens où c'est son supérieur hiérarchique. Voilà, ils sont dans une entreprise et lui, il est le supérieur, il est le cadre de celui-ci et de toute une équipe autre. Et donc, eh bien forcément, les deux vont commencer à avoir la relation qui se diffère un petit peu, ils savent pas trop où ils en sont. On a un autre personnage, le troisième là, qui joue avec eux, qui va s'essayer de se mettre entre eux, et en même temps, ça va être aussi un peu un catalyseur pour que la relation devienne de plus en plus ce qu'on en est, parce que c'est une romance MM entre ces deux-là, hein, je vous le dis direct. C'est un spoil sans être un spoil, c'est vendu comme une romance pour public averti. Ça par contre, je ne le comprends pas, parce que je ne comprends pas pourquoi en fait. C'est pas du yaoi, c'est juste une romance, il n'y a pas de sexe. Je crois qu'on les a juste vus s'embrasser, et encore. Ah si, à un moment, il se balade torse nu parce qu'il est dans la chambre, mais c'est pas sexuel. Parce qu'il sort de sa douche, c'est tout. Il n'y a aucun moment de smut, et on me met ça dans un public averti. Je ne comprends pas pourquoi. Je vous avoue que c'est pas du yaoi, c'est pas comme, je sais pas moi, Dangerous Convenience Store, où là, oui, très clairement, c'est pour public averti. Là, ça ne l'est pas pour moi. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça a été classé comme ça. Mais bon, c'est pas grave. J'ai bien aimé, mais je vous avoue que je risque de les revendre parce que c'est clairement pas un coup de cœur. Mais c'était une bonne lecture. J'ai lu ensuite, eh bien, Heartbreak Hotel, et j'ai été assez surprise. Je ne m'attendais pas réellement à ça, mais en même temps, j'étais assez contente. On est sur l'histoire d'un hôtel où les gens qui ont le cœur brisé se retrouvent, tout simplement. En gros, tu vis ta vie, tu as le cœur brisé, tu es dans ton lit, tu dis qu'en gros, tu voudrais ne jamais avoir existé, ou une connerie comme ça, et tu te retrouves dans cet univers qui est un peu onirique, un peu spécial. Tu es enfermé dans une chambre d'hôtel qui a été créée spécifiquement pour toi, le temps que tu te remettes en fait de ton chagrin. On va suivre tout d'abord, je sais plus son nom, c'est Maya ou Fiona, je sais plus, c'est Maya je crois. Oui. On suit d'abord Maya, qui du coup on voit son traumatisme à elle, et jusqu'au jour où on lui dit qu'en gros là c'est bon, il faut qu'elle sorte. Et en sortant justement, il faut qu'elle fasse un check-out, il faut qu'elle redescende chaque étage, et qu'elle aide les gens qui sont dans cet étage aussi à faire leur check-out et à partir pour libérer la place pour de prochaines personnes. Et donc, eh bien, on va la suivre elle, et comment elle va aller dans chaque chambre, et chaque histoire ont tous des traumatismes différents, mais qui se rejoignent en même temps. Donc c'est assez intéressant. On a cette jeune fille, du coup, qui, elle, est depuis toujours amoureuse de sa meilleure amie, mais sa meilleure amie va mourir dans un accident, juste après l'avoir embrassée. Donc potentiellement, il pourrait enfin se passer quelque chose entre elles, et elle meurt juste après un accident.
On a le garçon qui est en dessous d'elle, qui lui est un jeune homme gay dans un tout petit patelin et qui du coup le vit très mal. Il va un jour faire une rencontre sur des réseaux sociaux, il va rencontrer cette personne en vrai, mais ça va très mal se passer. Donc du coup, voilà, très clairement, ça se passe pas bien. Et ensuite, on a une jeune fille qui, elle, eh bien, a toujours aimé la danse et est passionnée de danse. Elle a un petit copain depuis des années. Elle se refuse à lui, mais elle se dit que c'est pas grave, ils verront ça quand ils seront plus âgés. Et elle a une meilleure amie avec qui elle partage la passion de la danse, mais cette amie, très clairement, va se retourner contre elle au bout de plusieurs mois, va devenir un peu peste avec elle, va lui faire comprendre que, en gros, elle, tout lui est dû, alors que l'autre, elle n'arrive en gros à rien parce que, évidemment, il y en a une qui est en gros une petite fille choyée dans un milieu favorisé blanche, alors que l'autre, elle a un foyer très déstructuré et elle est typée. Donc, en gros, elle lui fait comprendre qu'elles n'ont pas du tout le même potentiel de réussite l'une et l'autre et qu'il faut qu'elle redescende de son petit pédestal. Et pour bien enfoncer le clou, Fiona va recevoir une photo comme quoi sa meilleure amie est en train de coucher avec son copain. Donc, très clairement, c'est ça, elle, le déclencheur. Elle a envie de tout casser, de partir en vrille et de surtout ne jamais grandir, de retourner dans leurs années où ils étaient tous les trois super copains, où tout se passait bien et où il n'y avait pas de prise de tête, de responsabilité, de ce genre de choses. Et on descend après dans le 4e palier où là, je ne peux pas vous dire très clairement qui c'est sans vous spoiler parce que c'est en référence avec une des autres histoires. Donc voilà, c'est très intéressant, c'est très marquant, il y a beaucoup de choses très compliquées comme le deuil, aussi bien le vrai deuil d'une personne, comme le deuil de rêve, le deuil de relation, le deuil d'un idéal qu'on avait pour soi ou pour les autres. C'est très bien fait et c'est très doux. Moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, on a des périodes comme ça où c'est vraiment, quand ils sont dans la chambre d'hôtel, où il n'y a pas trop de couleurs, justement, il n'y a pas trop de vie, puisqu'on nous fait comprendre qu'en gros, c'est un peu comme les limbes, et les moments où on découvre leur histoire à eux, où par contre, c'est plus coloré, parce que là, c'est la vraie vie. J'ai bien aimé. Franchement, il y a eu plusieurs petites morales justement qui étaient très belles, très douces. Donc je viens de voir les marque-pages. J'ai bien aimé et je le conseille franchement si vous aimez ce genre de lecture, ça passera crème. On arrive maintenant aux lectures de romans que j'ai fait et j'en ai 4 à vous présenter. Je vais commencer par un livre audio que j'ai lu, La Reine Courtisane de Anne Atrice. Je l'ai lu pour le mois de la fantaisie qu'organise Pikiti au mois de mai et je suis assez contente parce que je savais pas trop vers quoi je m'engageais. Avec Anatrice, c'est souvent très smutty et c'est souvent des lores qui sont assez compliqués. Or, sans savoir... j'ai vu qu'il y avait beaucoup de coups de cœur sur cette histoire, je vous avouerai. Donc je me suis dit, bon, potentiellement, je vais aimer. Parce que La Guilde des Ombres, j'ai lu le tome 1, partie 1. J'ai trouvé ça plutôt moyen, la relation entre les deux. Et j'ai lu du coup Divine Darkness, le tome 1, le tome 2, le tome 3, qu'on lui reproche d'être très smutty, alors que pour moi, ça va dans l'univers, donc ouais, c'était pas très grave. Et là, je me disais, c'est un one-shot, c'est assez rare en fantasy et en romantasy, donc on va en profiter. En plus, je l'avais en livre audio, justement, lors d'une promotion, donc je l'avais pris. Il était inclus dans l'abonnement, je crois. Donc je me suis dit, voilà, laisse-toi tenter, tu lui donnes sa chance et on verra bien ce que ça donne. C'est dans le même univers que la Guilde des Ombres, mais c'est une histoire bien séparée. Juste à un petit moment, on a un lien, il y a des personnages de la Guilde des Ombres qui débarquent dans cet univers-là. Mais en gros, la Guilde des Ombres se passe sur le continent, c'est dans le même univers. Et là, nous, on est vraiment sur une île, Symbiose. Donc, comme je vous l'ai dit, vous voyez, c'est 2 histoires différentes. Donc, pas besoin d'avoir lu la Guilde des Ombres pour comprendre ce qui se passe dans la courtisane. Si vous avez déjà lu la Guilde des Ombres, vous avez quelques références et donc potentiellement, vous appréhendez un petit peu mieux le lore. Mais sinon, il n'y en a pas besoin. On est du coup sur Symbiose, qui se divise en 4 clans. Un peu en mode Avatar, on a le clan du feu, le clan de l'air, le clan de la terre et le clan de l'eau. Voilà, très clairement. Et on est sur un roi, un prince du clan du feu, justement. Il lui est arrivé une dinguerie et du coup, il décide de conquérir toute l'île en se mariant avec les filles, en tuant justement les héritiers des clans adverses et en se mariant avec leurs filles et en les tuant juste après la cérémonie de mariage, histoire de devenir le nouveau roi de chaque clan. Il va faire ça avec l'air, il va faire ça avec la terre, et là nous on arrive où il va faire ça avec celle de l'eau. Et ça va pas se passer comme prévu, vous en doutez, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Parce que cette jeune femme, eh bien ce n'est pas n'importe qui. Et là je peux pas vous le dire sans vous spoiler, donc il faudra le lire pour comprendre ce que je dis. Il y a à voir entourloupe, très clairement. Il va croire se marier justement avec l'héritière du trône, sauf que c'est pas l'héritière du trône, même si elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et ça, il faudra lire le bouquin pour le comprendre.
Je dois vous avouer que le monde, le lore est très bien pensé. Encore une fois, l'actrice, elle écrit très bien, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai eu un peu de mal. Alors, pas la relation en tant que telle, parce que la relation en tant que telle, elle se comprend. On est dans un roi qui a conquéri, qui essaye de conquérir en tout cas un royaume. Donc, c'est sûr qu'il va pas forcément bien traiter le trophée qu'il ramène à la maison. Très clairement, elle, quand il la ramène, il la traite pas forcément très bien. Mais ça se comprend au niveau du lore, comme je vous ai dit, au niveau de l'histoire, nanana. Par contre, moi, ce que je n'ai pas trop aimé dans la relation de ces deux personnages, c'est le fait que... Alors, il y a énormément de mensonges entre les deux, et ça, encore une fois, je l'entends parce qu'il y a des jeux de dupes, il y a de la duperie, il y a des intrigues politiques et tout qui font qu'ils ne peuvent pas être honnêtes à 100% l'un envers l'autre. Ça encore, moi, c'est pas le reproche que j'en fais. C'est justement au moment où il y a certaines révélations qui sont faites, il y en a une qui réagit plutôt bien, et il y en a un qui réagit très très mal. Et pour moi, ben, ça m'a mis un petit bémol pour lui parce que je peux l'entendre qu'il soit pas content qu'on lui ait menti. Mais après, gars, t'as enlevé une meuf d'un clan, tu t'attends quand même pas à ce qu'elle te dise la vérité H24, qu'elle soit 100% honnête avec toi, et qu'elle n'ait pas encore quelques secrets. Soit honnête de 5 minutes, c'est pas crédible. Donc, moi, quand elle lui révèle ses secrets, la réaction qu'il a, je suis pas contente en fait. Pour moi, justement, la relation n'est pas saine. Alors, au début, elle était pas saine parce que, comme je l'ai dit, il y a eu en gros une conquête. Donc là, ok, c'était normal. Et d'ailleurs, les deux, même s'ils sont attirés l'un par l'autre, ils sont un peu en ennemi sous l'over. Mais après, quand la relation commence à se concrétiser entre les deux, le fait qu'il y ait des révélations, pour moi, c'était pas cohérent sa réaction à lui. Il aurait dû accepter. Et moi, ce qui me freine encore plus, c'est le moment où il accepte, n'est pas parce que elle est la personne qu'elle est, mais parce que justement, elle n'est pas cette personne-là. Sur l'identité de cette jeune fille, vous allez avoir plusieurs rebondissements en fait. On va découvrir qu'elle est une personne, qu'elle est censée être une autre, et qu'en fait elle est peut-être une autre et qu'elle est peut-être encore une autre. Et voilà. Et moi, c'est ça qui me pose problème. Pas qu'elle change d'identité toutes les 5 minutes, parce que ça s'explique par rapport à l'histoire, mais c'est le fait qu'en gros, il accepte qu'il est amoureux d'elle à partir du moment où on lui dit qu'en gros, il a de la chance d'être avec elle parce qu'elle a un rang plus élevé que lui. Alors que s'il avait été dans un rang inférieur, comme ce qu'il croit, et pour ça qu'il réagit très mal, eh ben il n'accepte pas d'être avec elle. Et ça, pour moi, ça me pose problème. Parce que, pour moi, l'amour, justement, je suis peut-être utopique, mais l'amour n'a pas de rang, n'a pas de couleur, n'a pas d'âge, n'a pas de race, n'a pas de sexe, vous voyez. Et le fait qu'il ne l'accepte qu'à partir du moment où on lui fait comprendre qu'elle est supérieure à lui, ben, gars, c'est pas de l'amour pour moi, ça. Enfin, je suis désolée, mais non. Donc voilà, j'ai eu un petit bémol sur cette relation-là, à ce moment-là. Mais sinon, comme je l'ai dit, j'ai bien aimé. On est sur une héroïne qui est badass, qui affronte des situations que, waouh, je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi, mais qui s'en sort alors qu'elle n'a rien pour ça, hein, très clairement. Justement, ce n'est pas une héritière, ce n'est pas une guerrière, ce n'est pas quelqu'un du grand monde et tout. Et pourtant, elle arrive à s'en sortir juste avec le peu de talent qu'elle possède. J'ai beaucoup aimé ce personnage justement parce que c'est plus ou moins une fille lambda, c'est une fille du peuple, même si elle va se révéler être bien plus que ça, et qui va devenir quelqu'un d'extraordinaire. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, très clairement, ce personnage-là, elle. Mais lui, et c'est assez rare, en général je préfère les protagonistes masculins que féminins, mais là, non, je suis désolée pour cette réaction-là que lui il a eue. C'est juste pas possible pour moi. Ensuite, j'ai aussi avancé des lectures du coup que je possède là en l'occurrence, donc j'étais plutôt contente de moi. J'ai lu Le Criminel de Jake Ronover. On est sur un spin-off de spin-off. En gros, on a la série qui est en train de ressortir en ce moment grâce au film, et du coup, les Hugo les ont réédités. Les Mark and Med, eh bien, on a les The Clash qui viennent ensuite, ce sont des personnages secondaires, et on a les Forever Marked qui sont du coup leurs enfants et au market des premiers tomes. Là, on va suivre Dare, justement, qui est une jeune fille, Dare Archer. Elle vient de la famille du coup du tome 1 et du tome 3 dans les Mark and Men. Et elle, il s'est passé quelque chose dans les 2 premiers tomes, parce que là c'est un 3e tome, où son frère a eu un accident à cause d'elle, et elle s'en veut énormément, et elle n'accepte pas le fait que sa famille ne lui en veuille pas, en fait, très clairement. Elle, pour elle, justement, elle a fait une grosse connerie, et il devrait être pas content contre elle, il devrait l'exclure, il devrait la mettre sur le côté, enfin, il devrait lui en vouloir. Et ce n'est pas le cas. Personne ne lui en veut, bien au contraire. Même son frère, qui a eu un accident, et qui, pour le coup, sa carrière de footballeur américain est fichue, eh bien, lui non plus ne lui en veut pas, parce qu'il va reprendre ses études, il va faire médecine, et lui, sa vie,
Voilà, il a retrouvé une copine en plus, donc il vit sa meilleure vie. Il en a rien à faire d'avoir eu ces accidents et il n'y en veut pas, mais elle a une culpabilité tellement monstre qu'elle va s'auto-punir. Et donc, à Noël, elle va décider de fuir cette ambiance qu'elle trouve trop mièvre, trop heureuse, alors qu'elle ne devrait pas l'être. Et elle va s'enfuir et elle va faire la rencontre. Enfin, elle va pas faire la rencontre parce qu'elle l'a déjà rencontrée dans les tomes précédents, mais c'est du coup Campbell qui va récupérer cette jeune fille qui est en train de fuguer, justement, et lui faire comprendre que justement, la vie qu'elle fuit, elle a de la chance de l'avoir, mais sans ce côté moralisateur, en fait. Il va lui montrer, lui, justement, la vie qu'il a, tellement sombre, en fait, qu'elle, elle va se rendre compte que finalement, oui, elle a de la chance. Donc il n'aura pas besoin de lui dire les choses pour qu'elle se rende compte. Et ça, c'est ce que j'ai aimé, c'est la force du coup de leur relation à eux deux, même si plusieurs fois il leur met dans les dents, parce que justement il l'appelle princesse, parce qu'il lui dit justement, arrête de te plaindre, t'as toujours eu tout dans la vie, on t'a toujours donné tout sur un plateau d'argent. Et elle est en mode oui, mais justement j'ai l'impression de ne rien mériter. J'ai l'impression que tout ce que j'ai, je ne le mérite pas, je ne l'ai pas acquis par moi-même, par la sueur de mon front. Ce sont mes parents qui me l'ont donné, c'est mon nom qui me l'a donné, mais c'est jamais moi en fait qui mérite les choses. Et donc on a ces deux points de vue qui s'affrontent. Lui qui justement a une enfance pourrie, qui s'en est sorti très clairement en étant dans la mafia, et qui a dû faire des choses hyper crasses justement pour survivre et pour aider ses petits frères et ses petites sœurs à survivre. Donc la vie ne l'a clairement pas aidé, et il n'a clairement pas été gâté par la vie, et donc lui il vient d'un univers très sombre, et quand elle va rentrer dans cet univers, les deux vont s'aider, mais c'est assez lent à se mettre ensemble. Ce que j'ai bien aimé justement, c'est qu'ils ont une relation qui se met petit à petit. Voilà, on est sur un petit slow burn et eh bien j'ai grandement apprécié ça. Ça change en général dans les markets, ça va assez rapidement. Bien que l'attirance par contre pour les deux est assez rapide. Là, on va pas se mentir, oui, ça se met rapidement à être attiré l'un par l'autre, mais ça se déclare pas sa flamme à tout bout de champ. Donc moi, j'ai bien aimé. Je recommande cette lecture. Par contre, eh bien, il est sorti en version traduite de chez Amazon et donc la mise en page est affreusement dégueulasse. Plusieurs fois, j'ai noté qu'il y avait des petits problèmes de coquilles et tout ça, mais bon, ça malheureusement, l'autrice, les maisons d'édition n'ont pas voulu lui faire. Ils ont bien voulu éditer le 1 et le 2, mais pas le 3, et visiblement, celui-là n'a pas assez bien marché pour que la suite sorte, ce que je suis très dégoûtée. Parce que Mathilde, une jeune femme que je connais, qui lit elle en anglais, elle dit que les autres sont encore meilleurs que ceux-là. Donc ça me saoule parce que moi je ne lis pas en anglais, je lis qu'en français. Mais voilà, j'espère qu'un jour quand même ils sortiront, même s'il est en train de me dire que non et de me briser mon petit cœur. Donc voilà, si vous voulez lire la suite des Mark & Med, on a les enfants du coup qui sont sortis et c'est assez chouette. Voilà, je vous les recommande. Je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, j'espère avoir le temps de vous parler des deux derniers livres que j'ai lus. On va aller très vite sur le Pacte des Profondeurs du coup. C'est une romance auto-éditée. On est sur une réécriture de La Petite Sirène, mais en version MM. Voilà, c'est très clairement un triton et un prince. Et du coup, on va suivre très clairement cette réécriture qui est, ma foi, comme le dit là, c'est fantasy MM, hashtag triton, hashtag contre-visité. Je suis un peu chafouin. Alors, j'aime pas ça parce que c'est de l'auto-édition et j'avoue que je n'aime pas critiquer l'auto-édition parce que c'est déjà assez dur quand on est un auteur d'écrire et de se faire éditer, et de même en auto-édition c'est encore plus dur parce que on doit avoir toutes les casquettes, on doit à la fois être le maquettiste, à la fois être l'écrivain, et enfin voilà, c'est assez dur hein, d'avoir ce boulot là, en plus de faire justement tout ce qui est correction éditoriale et tout, donc voilà, je suis assez chafouin parce que c'est pas à ça que je m'attendais. C'est une très bonne lecture, très clairement. L'autrice écrit très bien, il n'y a pas de souci. Le livre, il est magnifique, vous pouvez pas me dire le contraire. Mais c'était pas à ça que je voulais, en fait. Voilà, c'est juste ça. Si vous aimez La Petite Sirène, eh bien, foncez-y, parce que c'est juste la réécriture de La Petite Sirène en version MM. Mais moi, quand je m'attends à contre-visiter, je m'attends à ce qu'il soit vraiment revisité. Là, pour le coup, je l'ai trouvé justement trop similaire au Disney. Il y avait trop de scènes où c'était pareil. Il y a juste un lore en fait qui est un petit peu différent. Au lieu d'avoir deux peuples, on a trois peuples. On a le peuple de la terre, le peuple de la mer, et on a le peuple de l'union des deux, qui est soi-disant disparu, mais qui n'a pas vraiment disparu. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a un héritage justement qui doit protéger. Il y a évidemment plein de personnages qui sont très différents. Par exemple, au lieu d'avoir Ariel, là on a Malo. Et Malo, il n'a pas Polochon et il n'a pas Sébastien. Il a... c'est comment elle? Je sais plus. Lui c'est Stélio et elle j'ai perdu. C'est pas Calypso. Non, j'ai perdu son prénom à elle. Bon bref, oui, il a deux potes, un triton et une sirène. Sa mère était amie avec la mère du prince. Donc voilà, il y a un lore qui est certes différent,
Mais je retrouve que dans les scènes, on a exactement les mêmes scènes, la scène du bain, la scène de la barque, la scène du changement de voix, vous voyez, enfin, quand j'aime les contre-visités, j'aime qu'ils soient vraiment revisités. Pas, pas juste la même chose, mais avec 2 garçons. Donc voilà, c'est pour ça ma petite déception. Mais en vrai, ça a été une bonne lecture, hein, et j'en parlais avec Cynthia parce qu'on l'a lu en lecture commune justement. On a bien aimé, mais c'est vrai que c'est pas ce à quoi on s'attendait. Donc, encore une fois, pour moi, c'est une déception, mais c'est pas une déception d'un seul c'est nul à chier. Non, c'était pas du tout nul. Au contraire, comme je vous l'ai dit, c'était très bien écrit, ça s'embarquait, on était très bien dedans. En plus, le personnage est censé être muet, donc c'est vrai que c'est très dur de le faire parler et d'avoir des interactions, séduction entre les deux protagonistes. Donc j'ai trouvé ça très chouette, très bien fait, mais c'est pas ce que je voulais en fait. Je voulais vraiment une réécriture. Et, là, en fait, c'est ça, voilà. Là, je vois que c'est écrit contre-visité, et c'est peut-être ça qui, moi, me fait. Je voulais une réécriture. Un peu comme vous voyez, Cotard, le tome 1, et bien, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. On est vraiment dans un univers différent avec des règles différentes et tout. Et c'est peut-être ça, en fait. Je pense que c'est moi qui me suis trompée. C'est pas une réécriture, c'est un contre-visité. Donc, voilà, c'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas compris ce que c'était le bouquin. Mais voilà, du coup, petite déception pour moi, et c'est absolument pas la faute de l'autrice, mais comme je vous ai dit, c'était pas ce que je voulais, donc voilà, je suis déçue de moi-même en fait. Et ensuite, ça aussi c'était en lecture commune, mais cette fois-ci c'était pour le mois de la fantasy avec Steph, donc Picty Bootkin. Donc Podam, le tome 1, Les Lilas du Roi. On est sur l'histoire d'une jeune femme, là encore c'est dans un univers assez féerique, assez conte. Cette jeune femme est la princesse d'un royaume où son père, qui est le roi, a été béni par 3 fées. La première fée a donné à cette jeune fille la beauté. La deuxième fée lui a donné un âne qui chie, littéralement des joyaux et de l'or. Donc, autre vous dire que le royaume, il est pété de thunes. Et la troisième fée n'a pas voulu donner de don. Donc, du coup, il a enfermé, très clairement, cette fée dans une tour. Et on se retrouve avec une jeune princesse qui va avoir tout son univers bouleversé justement parce que son père va décider, après 1 ou 2 ans justement où sa mère est décédée, la reine est décédée, parce que sa fille ne lui suffisait pas, il voulait un fils, il voulait un héritier, donc sa mère est morte en couche en mettant au monde ce petit garçon, et ce petit garçon est décédé aussi, donc du coup il n'y a pas d'héritier. Après 1 ou 2 ans, je crois, de deuil, eh bien il décide qu'il doit se remarier, et du coup il décide de faire un bal. Et elle aussi, elle va devoir se marier, puisque voilà, c'est une fille, en gros elle sert à rien, elle n'héritera pas du trône. Donc voilà. Autant vous dire que c'est un livre qui vous met la haine. Parce que on a une jeune fille qui va tout faire pour entrer dans les bonnes grâces de son père, quitte à s'affamer, quitte à se laisser marcher dessus pour entrer dans ses bonnes grâces, justement parce qu'elle ne comprend pas ce retournement. Elle pensait qu'elle était héritière et que cette lubie de vouloir un héritier lui était passée, vu qu'il avait quand même perdu la femme qu'il aimait et elle sa mère. Mais visiblement non. Pourquoi? Il n'y a pas besoin d'être un garçon pour avoir un royaume, surtout que justement dans le royaume du Nord c'est une femme qui règne et ça ne pose pas de problème, ça marche quand même. Et on va se rendre compte petit à petit justement de tout l'endoctrinement que son père a réussi à avoir sur elle. Et on a tout ce royaume qui est conditionné par cet homme qui a justement tellement une fortune énorme avec son âne qui chie l'or, et bien que toutes les règles qu'il impose, elle au début elle considère ça comme c'est normal, mais petit à petit justement au fil du bouquin on se rend compte en fait que non, son père il est fou, son père il est tyrannique, et c'est assez intéressant justement. Je vous avouerai que moi, la plume m'a pas mal dérangée. On est dans un univers justement très conte, très à l'ancienne, avec un vocabulaire assez moyenâgeux, et donc du coup qui peut poser problème parce que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de lecture tout simplement. C'est beaucoup plus, même quand je lis dans la romance, de la fantaisie ou tout ça, c'est beaucoup plus des langages contemporains. Donc là, je vous avoue que moi, cette plume m'a mis un petit peu de distance avec le bouquin et que j'ai pas autant apprécié que j'aurais aimé apprécier parce que les sujets sont très importants. Le roi va vouloir du coup la marier de force avec l'ennemi pour faire une alliance, tout en le ridiculisant lui et en décidant au final que c'est ce roi, c'est son père, qui va l'épouser elle. Et donc là, on va avoir un petit retournement de situation. Je considère pas que c'est un spoil en fait, parce que certains disent que c'est du spoil ou pas. Non. Pour moi, justement, c'est à partir de là où l'histoire commence, donc c'est pas un spoil. Comment elle va se rendre compte qu'en fait, tout le monde qu'elle considère comme étant bien, nanani, nanana, que tout va bien dans le meilleur des mondes, eh bien en fait, pas du tout, ma meuf. Il faut te réveiller et te rendre compte que ton père, eh bien, même si ton père, il peut pas faire tout et n'importe quoi. Et donc, on va avoir justement cette femelle rage qui va sortir d'elle, et des choses vont se passer. Je peux pas vous dire justement, parce que là, je vais spoiler, mais des choses vont se passer, et j'ai pris une claque dans cette deuxième partie.
Je pensais pas que l'auteur allait aller aussi loin, mais j'ai bien aimé justement que l'auteur aille aussi loin. Il y a des personnages qui pour moi sont toujours aussi énigmatiques, en l'occurrence le fou. Le fou me perturbe énormément. Je ne sais pas trop si il est fou ou si c'est juste justement un rôle qu'il se donne, même si je pense que c'est un rôle qu'il se donne. On a un personnage qui va arriver aussi, Roland, qui est que t'as envie de lui mettre des claques parce qu'il a des œillères, franchement, il voit pas les choses et en même temps, c'est l'archétype du chevalier justement qui est là justement. Il veut sauver la veuve et l'orphelin et il ne se rend pas compte que justement les apparences de fois peuvent être trompeuses. Donc ça c'est chouette. Et Margot aussi, une de ses cousines qu'on va suivre, que j'aime bien aussi ce personnage justement qui elle a tendance à justement vouloir gratter sous le vernis pour voir ce qu'il y a derrière. Et c'est justement une jeune fille qui mérite je pense qu'on en sache plus sur elle. Donc j'ai hâte de lire le tome 2 en même temps. Mais j'ai quand même une petite déception au niveau de ce bouquin parce que je vous ai dit, la plume, c'est pas ouf, c'est pas ce que j'aime particulièrement, mais le lore et l'histoire étaient assez intéressantes et j'ai hâte de découvrir justement où vont nous emmener ces personnages. Donc voilà, j'ai essayé d'être rapide sur la fin, j'espère que voilà, vous avez quand même eu un peu mon avis, un peu plus à bref, parce que je vois que je n'ai plus de batterie, donc il faut se dépêcher, hello. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez parler avec moi des titres que je vous ai parlé, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous souhaitez me parler de vous, des titres que vous avez lus, pareil, vous pouvez m'en parler en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures, que vous passez de très bons moments et je vous fais tout plein de gros bisous.